Bonjour, la semaine du moucheur, c'est tous les dimanches soirs à 19 h, mais aussi les autres jours à des horaires décalés. Ce magazine s'adresse à tous les pêcheurs à la mouche et à ceux qui veulent le devenir. Cette semaine, nous allons réviser nos leçons de lancer autrichien. Nous allons apprendre à faire une nymphe de plécoptère très meurtrière. Nous allons nous amuser à pêcher avec un œuf de saumon, un faux œuf de saumon bien entendu. Mais tout de suite, qu'en est-il de la couleur des poissons ? Dans l'environnement du pêcheur, cette semaine, je vous parle de la coloration des poissons. En effet, quand vous avez une truite comme cela, magnifique steelhead, arc-en-ciel américain, ou un brochet, ou quoi que ce soit, chaque fois quand vous les prenez, vous les voyez, ils sont colorés. Ils sont souvent magnifiques et on se demande comment ça fonctionne. Premièrement, il faut savoir que si vous voyez un catalogue ou un livre ou une photo, vous avez toujours 4 couleurs qui sont cyan, magenta, jaune et noir. La superposition de ces 4 couleurs en imprimerie vous donne une image en couleur. À la télé, comme vous me voyez maintenant, la chose n'est pas la même. Vous avez le rouge, le vert et le bleu qui font que vous me voyez en couleur. Et les poissons, ils fonctionnent de la même manière. Je vais vous montrer maintenant comment ça marche. Tous les poissons, dans la mer, dans l'eau saumâtre et dans l'eau douce, en rivière et en lac, où vous voulez, ont leur coloris à la même manière. Ils ont 4 types de cellules de couleur. Ils ont des mélanophores, ce sont des cellules qui donnent la couleur noire. Ils ont des xanthophores, qui sont aussi des cellules de couleur jaune. Des érythrophores, comme le nom dit, c'est le rouge. Et ensuite, pour avoir cet aspect toujours de nacre, de brillant, ce sont des guanophores qui donnent cette expression de cristal ou de matériel brillante. Avec ces 4 couleurs, donc 3 couleurs primaires si on peut dire, et avec la côté cristalline, tous les poissons que vous avez vus dans votre vie font leur robe avec ça. Toutes les robes, les magnifiques robes de poissons, sont faites à base de ces 4 couleurs qui se mélangent entre eux et qui vous donnent l'impression que les poissons sont tous différents. En effet, c'est tout simple. Le brun, par exemple, est obtenu d'un mélange de rouge et de noir dans des poissons. Le bleu est visible grâce aux guanines et du noir. Et par exemple, le vert, c'est du noir, des guanines et du jaune. Et par exemple, de l'or, c'est simple, c'est du jaune et des guanines. Donc, vous voyez très vite qu'avec ces 4 couleurs, ils arrivent à tout faire en faisant mélanger des cellules qui, maintenant vous allez voir comment, arrivent à faire de plus ou moins foncé. Vous avez déjà vu que tous les poissons ont toujours un ventre très clair. Pourquoi? C'est très simple. Pour ne pas être vu par un éventuel prédateur qui est en dessous et qui regarde vers le ciel. Il est clair qu'il faut que ça soit clair. De l'autre côté, tous les poissons sont toujours foncés du dos. Donc, vous avez toujours des poissons qui sont foncés parce que le prédateur regarde du haut vers le bas. Ça, c'est le principe numéro 1. Ensuite, les poissons ont aussi, ils connaissent leur environnement, ils voient le soleil, ils voient comment ça se passe autour d'eux. Vous allez que prendre une truite qui vit dans un endroit sombre, sur une souche ou sur un caillou plein d'herbe ou de mousse, elle va être très très foncée. Si vous la prenez et vous la mettez dans un seau blanc, vous allez voir que dans des minutes qui suivent, elle va devenir très très claire. La truite, donc, qui s'est immédiatement adaptée à son nouvelle luminosité autour d'elle, si vous la remettez maintenant dans l'eau, elle va immédiatement, dans les minutes qui suivent, devenir foncée. Ainsi qu'un brochet qui, par exemple, est entre des roseaux, est strié par sa couleur. Et donc, on a bien compris, tous les poissons fonctionnent de la même manière, aussi bien en mer qu'en lac qu'en rivière, avec des 4 couleurs de base pour eux, en rétractant et en élargissant leurs cellules qui leur donnent la couleur. Et je crois que c'est intéressant à savoir. Moi, je me demande toujours comment Eric sait tout ça. Alors, il a dû connaître tout petit des truites de toutes les couleurs. En attendant, je me souviens quand il m'a fait mon premier stage de pêche à la mouche, il y a 15 ans de ça, il m'a appris à faire le lancer autrichien et depuis, j'en ai bien profité. Alors, faites comme moi, écoutez-le et prenez vos leçons de lancer autrichien et surtout, prenez beaucoup de plaisir à lancer vos mouches.
Bonjour, nous sommes encore ensemble pour notre leçon du lancer autrichien et je voudrais surtout insister que je ne suis pas un prof à vous marteler des choses dedans. Je veux juste vous faire profiter un peu des choses qu'on m'a fait profiter à moi et je pense que si vous réfléchissez, si vous l'essayez, ça va vous donner pas mal de réussite dans votre pêche dans les années à venir. Et croyez-moi, ça fait du plaisir de bien lancer le style autrichien. Donc, nous avons appris la dernière fois que le geste est donc symétrique. J'insiste toujours sur ça, premièrement. Deuxièmement, que nous avons la poignée, qu'on la tient pas crispement, pas fort, juste tout doucement avec 3 doigts et l'index dessus. Et on a appris aussi qu'on rallonge la canne par l'avant-bras et par le bras jusqu'à l'épaule. Donc, au rapport au lancer classique qui se fait donc le raide, donc pas naturel pour moi, et qui fait une rotation avec le poignet, d'accord? Vous allez voir pourquoi c'est pas bon du tout. C'est le lancer autrichien, une rotation, pas de le poignet, mais de l'épaule, tout naturel. On fixe, on oublie qu'est-ce qu'on fait, on voit que le poisson et ça va tout seul. Paf, voilà. Et ça, qu'est-ce qu'il faut apprendre? Alors, quel est le principe du lancer? Il faut que votre soie, avec le bas de ligne et la mouche attachée au bout, fasse une translation horizontale parallèle à l'eau. Alors, je m'explique. Ça veut dire que la terre, au moins sur ce petit endroit, elle est plate. Normalement, on sait qu'elle est ronde. Et donc, notre soie va voler au-dessus, derrière, devant, derrière, devant. Et si on veut aller un peu loin, si on ne veut pas toucher ni devant, ni derrière, donc derrière on casse le bas de ligne et la mouche, et devant on fait le bordel dans l'eau et donc il n'y a plus de truite. Donc ça ne va pas du tout. Il faut que votre soie, tant que vous ne posez pas votre mouche finale, elle soit parallèle en l'air. Donc je vais vous montrer ça. Parallèle, vous voyez, elle ne touche ni derrière ni devant. Ça c'est important, sinon il n'y a pas de pêche parce que derrière touché, je vous dis, il n'y a plus de mouche. Et devant toucher, il n'y a plus de truite. Donc, c'est zéro. Alors, comment on fait pour ne pas toucher ni derrière ni devant? Bon, c'est très simple. C'est qu'on parle toujours de la symétrie. Il faut que votre angle de votre canne au rapport à vous soit le même derrière et devant. Donc, si votre canne devant, elle est là, elle s'arrête là, et si derrière, elle est là, c'est que votre soie est tirée en même hauteur. Si votre canne devant est ici et derrière est là, votre soie va être projetée devant par terre. Si votre canne derrière est comme ça et en haut comme ça va être projeté derrière. Donc il faut que l'angle de l'ouverture de la canne au rapport à vous est le même. Regardez bien, là, 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 là. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est ça. Haut, bas, ni ça. Haut, bas, haut. Vous voyez, on touche derrière et on lance en l'air devant. Pas bon. Et là, c'est le contraire. Donc, aujourd'hui, nous retenons, comme toujours, le geste ample, facile de l'épaule, pas crispé, tenir la canne doucement avec l'index et parallèle, la même angle ici, le même angle ici, et comme ça, c'est super. Et à la prochaine, et on va aller encore plus loin. Alors cette semaine, Eric nous apprend à monter une mouche très très efficace. Je me souviens la première fois qu'il l'avait, du moins la première fois que moi j'avais participé à un voyage qu'il avait organisé en Slovénie, un pays qu'il connaît évidemment sur le bout des doigts puisqu'il connaît bien la Slovénie qui est toute proche de l'Autriche. Et il nous avait appris à pêcher avec ces grosses nymphes. Et je ne croyais pas mes yeux, il y avait vraiment des belles mouches, des grosses mouches. Et alors ces truites se jetaient dessus. Des truites dont évidemment les plus petites faisaient 40 cm, mais encore aujourd'hui on peut toujours y aller. Et regardez bien comment on monte cette mouche, je vous garantis que c'est une mouche efficace. Cette semaine, je voudrais vous parler d'une mouche très importante et très prenante, comme d'ailleurs chaque fois. Cette fois-là, nous allons monter une nymphe de plécoptère, c'est-à-dire une nymphe de mouche de pierre. Cette famille
est très répandu dans nos cours d'eau de moyenne et haute montagne et est caractérisé par sa taille et par son cycle de vie. Il faut savoir que ce nymphe vit dans l'eau jusqu'aux 3 ans, c'est-à-dire que les petites espèces qui font que 1 cm ou 12 mm vivent 1 an comme les éphémères ou les trichoptères, mais ceux-là qui nous intéressent, des grosses, qui sont des perlas, sont beaucoup plus importantes. Ils font jusqu'aux 3 ou 33 cm ou 35 mm. Donc ceux-là, ils ont un cycle de vie jusqu'aux 3 ans. Alors, comment ça se passe? L'œuf évolue, la larve sort et elle mue. Des grosses, donc ceux-là qu'on va monter ensuite, vont vivre à peu près 3 ans en muant 33 fois. C'est-à-dire qu'en gros, si on enlève le stade d'imago, ils sont tous les mois une mue, ils grossissent. Alors nous allons reproduire ici tout de suite une imitation de larve adulte, donc qui fait 3 cm en gros, donc on va prendre un hameçon de 6. Voyons déjà un peu à quoi ça ressemble cette larve. Ces larves sont caractérisées par leur apparence de chevalier. On voit bien le carapace qui est luisant avec 2 cercles, toujours 2 cercles. C'est la grande différence avec des larves d'éphémères. On a ensuite 9 segments abdominaux. On a ensuite 3 parties de thorax et la grosse tête. Malgré leur apparence si terrible, la plupart d'entre eux ne mangent que des algues et des herbes par terre. Donc, ce sont des animaux qui font peur, en fait, quand on les a dans la main, mais c'est que les truites qui les aiment, et les truites n'ont pas du tout peur d'eux. On va donc maintenant voir comment peut monter une mouche efficace avec nos matériaux. Voyons comment cette mouche se présente. Un hameçon tige longue, forcément, avec au sens ardillon, 2 cercles en bio, comme on a appris toutes les plécoptères en 2 cercles, un sous-corps en plomb jusqu'aux 2/3 devant, ensuite un dubbing qui va envelopper tout ça pour donner du volume au corps. Dessus va venir un carapace, donc une plaque en latex léger, qui elle va être fixée avec un tinsel qui fixe, qui solidifie, mais en même temps donne aussi la attirance à la truite par la brillance. Ensuite, on va mettre un thorax avec une plume de dindon verni. On va créer le thorax avec du dubbing de lièvre et les pattes vont être faites avec du piadri de 2 côtés, comme ça. Voilà le schéma, évidemment très simplifié, de cette nymphe que nous allons monter, qui est déjà un petit peu compliqué. Voyons maintenant immédiatement quel matériel il nous faut pour la réaliser. Il faut bien évidemment un étau qui serre bien l'hameçon. Il faut ensuite une porte-bobine avec du fil de montage. Si on casse le fil, il est toujours bien d'y avoir un enfileur ou un passe-fil pour repasser dedans. Ensuite, pour sectionner des matériaux, on prend des ciseaux plus gros, plus petits. Pour le plomb, par exemple, on prend un plus gros, et pour des travaux difficiles, fins, prenons un plus fin. Et ensuite, souvent, il nous faut une aiguille de dubbing pour ébouriffer des corps et surtout pour faire la goutte de vernis à la fin sur la tête. Et parfois, peut-être pas dans ce montage-là, il nous faut une pince à hacle. Voyons maintenant quel matériau il nous faut pour construire cette mouche. Avant tout, il nous faut des hameçons. Ici, des hameçons tige longue, forts de fer, pour tous les nymphes, pour qu'ils tiennent des gros poissons et pour qu'ils coulent facilement. Ensuite, le fil de montage, nous l'avons déjà vu. Les cercles vont être faits avec des billes au doigt. Ensuite, le cerclage du tinsel doré. Le dubbing, et ça c'est très important, il en faut plusieurs couleurs car le jeu des couleurs est très important pour imiter des larves, notamment des travaux de Al Kochi et Bob Nastasi dans leur guide de Flyter's Color Guide nous expliquent très bien pourquoi les couleurs ont une importance extraordinaire pour que la truite prenne votre nymphe. Ensuite, nous allons faire la couverture du thorax
derrière qui va être faite par une bande de latex. Pas oublier le fil de plomb qui va lester votre nymphe pour qu'elle coule au fond. Le thorax devant va être créé par une oreille de lièvre. La boîte à ailes par une plume de dindon, queue de dindon ici, des Ozark Mountains, qui est vernie. Et à la fin, nous allons créer des pattes avec des plumes de perdreaux rouges pour réaliser cette mouche le plus naturel que possible. Mettons-nous maintenant à l'étau. Vous allez voir, en très peu de temps, nous allons réaliser cette redoutable nymphe de Plecoptère. On commence par l'enroulement de la soie. On va fixer 2 cercles en bio-doigt bien écartés derrière. On fait le sous-corps en plomb pour donner de lestage et le poids à la nymphe. Pas trop, mais quand même. Ensuite, on fixe le tinsel qui va faire le rib et qui va attirer la truite par sa brillance. Le haut du thorax fait par le latex, coupé préalablement en V pour être plus facilement prise et placée. Et le corps est fait avec du dubbing d'oreille de lièvre d'une couleur jaune sale ou olive claire. On réalise donc l'abdomen de ces larves impressionnantes. Ensuite, il s'agit de replier le latex au-dessus, fixé devant. Ça fait une forme de carapace, car il est aussi important que de respecter la couleur, de respecter la forme du carapace chitineux. On tourne doucement en grande spire le tinsel pour faire une segmentation du carapace. On arrête avec la soie de montage. 3 coups, car le tinsel est un peu rigide. Ensuite, on prépare la boîte à ailes avec le dindon préalablement verni. On fixe les pattes qui sont la plume de perdreau grise ou rouge. Ici, j'ai pris du rouge. C'est le dernier que nous avons chassé et rôti. Et ensuite, on va créer et fabriquer le thorax avec une poignée de poils de lièvre qui lui aussi a fini en civet cet hiver dans nos casseroles. On replie les pattes, on coupe l'excédent, on met le doigt pour faire un thorax bien large, bien grand, on replie la boîte à ailes formée en dindon, on finit la tête et la mouche est terminée avec 3 demi-clés. Alors je suis sûr que vous êtes comme moi, vous avez envie d'aller prendre l'air. Alors allons respirer un grand coup sous les pins des Landes, à la limite là-haut du Lot-et-Garonne. Et on va aller rigoler, carrément, rigolons à attraper des truites. Et vous allez voir comment. La pêche la plus meurtrière que je connais et que j'ai toujours vu, ça a été les gitans qui m'ont dit l'œuf du saumon, l'œuf du saumon. Moi, j'ai pas cru ça. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que ça marche. Vous allez voir. On est ici dans un réservoir
dans des landes et on pêche tranquillement avec un œuf de saumon. Il est évident que j'ai une imitation d'œuf de saumon et pas un vrai. Mais vous allez voir, il y a des astuces qui les rendent vraiment très très efficaces. Et voilà, une belle arc-en-ciel. Magnifique poisson de sport, très combatif, parfaite santé, dans l'eau cristal. Belle truite de 2 livres au moins. Mais non, elle ne veut pas se rendre. Tiens, on le rejoint par une autre qui s'explique pas ce vacarme. Voilà, belle truite arc-en-ciel, magnifique, très jolie, avec l'œuf. Je vous ai parlé tout à l'heure, avant de vous montrer que c'est vraiment très très fort, des gitans. Il faut savoir que l'appât préféré des gitans, et c'est là leur secret, sont les œufs de saumon. Les œufs de saumon pas frais, non plus n'importe lequel. Non, ce sont des œufs de saumon qui sont d'origine russe, dans des boîtes bien définies, rouge ou noir. Les autres ne tiennent pas à l'hameçon et ça ne marche pas. Alors, nous, évidemment, on ne se permet pas de pêcher avec des vrais. Néanmoins, on peut aider un peu avec un peu de jus ou avec un peu d'odeur. Ça rajoute toujours quelque chose. C'est un problème d'éthique. Maintenant, moi j'ai envie de prendre des poissons, alors bon, je prends avec des mouches artificielles, vous voyez bien, hein. Celui-là qui a pris cette truite donc, tout à l'heure en direct, ça c'est sa sœur. Et là, il y en a des modèles qui sont tous montés avec des globouguiens, vous savez, le gros truc filoché là. Mais on le verra dans une autre émission en montage. On fait des œufs de saumon de toute taille, de toute couleur, jaune, orange, rose, fluo, toujours que ça brille bien. Alors, vous allez me dire pourquoi les truites mangent des œufs de saumon, mais il faut savoir que la truite connaît ça parce que pendant qu'il fraye, c'est phénoménal la quantité d'œufs qui sont libérés de saumon, de truite, de saumon de fontaine, d'ombre, tout ça. On sait que tous les poissons, pas seulement du truite, mais aussi des chabots ou des poissons blancs dans nos rivières, ils aiment tous le frais des autres. Et donc il y a un goût qui est spécial, qui est très très bon pour eux. Pour nous aussi, vous aimez bien la tartine avec des caviar ou même avec des caviar de truite. Et il y a aussi la valeur énergétique. Il ne faut pas oublier qu'un œuf de saumon, c'est à peu près ce qu'il y a de plus énergétique qui existe. Ça nourrit le petit poisson qui va sortir. Et donc vous voyez bien, en réservoir, sous les truites arc-en-ciel, je vous dis bien entendu, sous les truites arc-en-ciel, surtout, ça marche à merveille. Alors, vous prenez les tailles de 1 cm à 1,5 cm avec une tête plombée ou sans tête plombée. Donc, si on pêche au fond, quand il fait très froid, on met une tête plombée. Si on voit les truites en surface qui suivent, on met une qui est non plombée, on crache dessus, on la met sous l'eau, on la tire tout doucement. Le poisson, il suit, il la prend. Vous avez vu, vous voyez encore et vous allez revoir que ça marche à tous les coups. Et mon secret à moi, c'est que quand je suis stressé comme ici devant vous maintenant, il faut que je prenne des poissons. Alors là, je mets une petite goutte d'un petit jus qui se vend pour crabe, pour œuf de saumon ou pour autre chose. Bon, je ne fais pas du mal, hein, je garde rarement des truites.
On va essayer d'en prendre une autre. Et la semaine du moucheur, c'est déjà fini. Mais dès dimanche prochain à 19 h, vous retrouverez un autre numéro et on découvrira encore comment attraper plein de truites et peut-être même d'autres poissons. Allez, à bientôt. Allez. Ça, c'est gros. Ça, c'est un beau poisson. 3 livres au moins. Voilà. La pêche superbe ici.